Eh bien le bonjour, petite vidéo sur le temps, vu qu'il a fait 34 aujourd'hui, allez, on se met au frais et on va faire une petite vidéo. Donc temps mondial, bon ça suit bien sûr ce que j'avais dit, hein, il n'y a pas de grands écarts, il n'y a pas de soucis, simplement on a poussé un petit peu plus pour voir le temps, bon, les proportions dans des nuages dans le monde et la proportion en fait sur les dernières années, comment ça va être sympathique, vous allez voir, ça vaut le coup. Alors, on va se grandir un peu, mais pas trop, parce qu'il faut pas trop zoomer. Tac, voilà, allez, faut que je vous bouge la caméra, on va pas être centré sinon. Hop là, voilà, très bien. Alors, grande question, qu'est-ce qu'on va dessiner? Allez, on pose la petite télécommande. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Alors, on va dessiner en fait une petite planète Terre. C'est bien Terre. Bon, alors c'est bien sûr à l'intérieur, c'est Analyse, mais on ne dira pas. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est important qu'ils continuent d'ignorer, qu'ils ignorent. Donc, il y a quelques années, en fait, il y a déjà 7 ans, 8 ans, j'avais parlé donc des phénomènes en fait météorologiques et les prévisions en fait pour en fait l'arrivée de la barrière de photons. Alors nous on a regardé à peu près, hein, alors il faut savoir qu'il y a des choses, c'est très compliqué, j'ai essayé de me renseigner officiellement de certaines choses, mais en fait il n'y a pas forcément certaines données. On a regardé en 1950, alors ça marque, oui. Alors en 1950 on a regardé en fait la proportion de couverture nuageuse mondiale. Donc, l'ensemble des petits nuages qui va, en fait, au niveau de l'atmosphère, notre petite atmosphère, donc l'ensemble des nuages, la proportion de nuages selon, en fait, le climat. Alors, 1950, c'est relativement une date correcte parce qu'à cette époque-là, il y avait des saisons, c'était bien marqué, il pleuvait quand il devait pleuvoir et il faisait beau quand il faisait beau. Mais c'était vraiment des saisons marquées, nettes, il n'y avait pas de perturbations, c'est ça qui est assez amusant. Alors, pour nous, on a regardé, en fait, en 1950, il y avait 35% en fait, de couverture nuageuse. Et ça, c'est pour le monde entier. Hein, c'est 35% de nuages, sachant évidemment que l'ensemble des nuages, en moyenne, se concentrer sur, en fait, comme on va le voir, l'équateur, qui doit être quelque part par là. Donc, hop, la petite ligne équatoriale, et puis la zone, en fait, un peu plus chaude, là, l'équateur, et puis la zone subéquatoriale. Donc, en fait, les nuages étaient concentrés là, et puis ensuite, bon, bah, selon les saisons, évidemment, il y a un mixage des masses d'air qui étaient organisées et qui étaient en fait qui étaient organisées, qui étaient constants en fonction bien sûr des courants marins et des choses comme ça. Et donc à cette époque-là, comme c'était régulier, à cette époque-là, par exemple, si on faisait une moyenne du déplacement des masses d'air, c'est-à-dire que quand les masses d'air se déplacent en moyenne, pas les tempêtes ni les grands calmes, mais en fait la masse d'air, en gros, la masse d'air mondiale se déplaçait en fait, sur le pourcentage mondial, la masse d'air mondiale se déplaçait à pas plus de 25 km/h. Parce qu'en fait, c'était régulier, c'était organisé. Bon, quand il y avait un typhon, bien sûr, il faisait monter la moyenne, mais ceci dit, après, dans certaines zones du monde, on avait des mers d'huile, on avait des climats bien posés, bien calmes, pas trop de vent. C'était vraiment très en proportion du relief, car le vent aussi, c'est souvent un phénomène en fait, de masse d'air haut et bas, chaud et froid, et en fait, ça fait des échanges. Mais on peut dire que les masses d'air, les 35% de nuages et les autres 65% en fait de temps clair, se brassaient à une vitesse moyenne en fait de 25 km/h sur l'année. Ensuite, on va dire de nos jours, donc en 2025,
En 2025, aujourd'hui, à peu de choses près, on est à 70% de couverture nuageuse. Et les masses d'air se déplacent à 40 km/h. Donc ça commence à devenir intéressant. Il faut quand même voir qu'on a doublé. On a doublé en 75 ans, on a doublé le volume de nuages. Bon, c'est directement dû à la barrière de photons. Faut savoir que nos petits pôles, là, tac, tac, nos petites calottes glaciaires, ici, là, ça fond à toute vitesse, plus tous les glaciers qui fondent à toute vitesse. Donc, bon, tout ce petit monde-là apporte de l'eau. Et comme de toute façon, nous sommes dans un phénomène de vase clos, simplement, plus l'eau fond parce qu'il fait chaud, évidemment, plus il y a de masse d'air humide, donc des nuages qui se forment. Après, on va regarder, donc en 2030. 2030, eh ben, on va arriver à 90% de couverture nuageuse. Tac. Alors, les vents en moyenne vont atteindre, enfin, le déplacement moyen des masses d'air va atteindre en fait 60 km/h. C'est assez intéressant puisque de nos jours, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le temps change très vite. Bon, à chaque fois qu'il pleut, il pleut pas, c'est une tempête. Donc bon, par rapport à avant, en fait, on a des phénomènes météorologiques qui galopent, qui changent extrêmement vite parce que la météo a du mal à prévoir le temps qu'il va faire, parce qu'en fait, les masses d'air sont tellement rapides qu'en gros, les prévisions, elles ont du mal à tenir. Donc bon, c'est assez logique. Et on va dire, donc 2000, dans 7 ans, donc 2032, 33, quoi, allez, 2033. On va dire 2033, en gros, nous aurons atteint les 100% de couverture nuageuse. Hop. Et nous aurons atteint, facile, bon là après, là ici, de toute façon, on arrive, on va dire, à la fin du compte à rebours, de 60 km/h. Bon là, il n'y aura pas une très grande différence, mais surtout là, après, de toute façon, ici, je ne vous mets pas les vitesses parce que de toute façon, la masse d'air, elle va péter les plombs, surtout au regard des événements d'après. Donc après le passage de la barrière de photons. Ce qu'il faut remarquer, en fait, c'est une augmentation extrêmement rapide. Bon, beaucoup de météorologues vont vous dire, ouais, c'est pas vrai, patati patata. Alors, c'est très intéressant parce que le Japon a produit des chiffres comme quoi il y avait entre 67 et 68% en ce moment de masse nuageuse mondiale. Bon, là, avec des satellites et des trucs et des machins. Donc ça, ils n'ont pas tort, mais alors, ils sont assez intéressants. Ils disent qu'on perd 1,5% de masse nuageuse par année depuis au moins 30 ans. Donc, en fait, moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 70%. On perd 1,5% de masse nuageuse. Et c'est la NASA aussi qui raconte ça. Donc, ils vous racontent qu'on perd 1,5% de masse nuageuse en ce moment sur Terre chaque année. Mais le problème, c'est qu'on est à près de 70%. Donc en fait, si ces 30 dernières années, on avait perdu 1,5 par année, on aurait perdu 45%. Donc en fait, on ne devrait pas être là, on devrait plutôt être là. Donc bon, on devrait avoir encore moins de masse nuageuse qu'avant. Donc c'est quand même curieux que ça aille complètement. Bon, d'abord, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Nous, on a été regarder les mecs de la NASA, là, les scientifiques, les trucs comme ça. Ils sont dévorés de conneries. L'idée, c'est de dire, en fait, de donner des informations qui sont fausses de façon à ce que les gens ne lèvent pas les yeux, en fait, au-dessus d'eux. Parce qu'en fait, si on a un minimum de mémoire, moi j'ai que 50 et quelques années, on va dire, je me souviens très bien que dans mon enfance, il y avait des saisons. Je me souviens que dans mon enfance, par exemple, comme j'avais les cheveux blonds, blond-blanc, j'avais des abeilles et parfois des frelons dans les cheveux, tellement c'était dense, la tignasse, ce qui a bien changé de nos jours. Donc, et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les saisons étaient exactes. On avait du ciel bleu, mais pas bleu-blanc. On avait du ciel bleu de chez bleu, un beau bleu bien profond, tout simplement parce que l'atmosphère était plus fraîche, en fait.
et les températures étaient bien moins élevées. Là, on est à 34 degrés. Aujourd'hui, l'hiver, il n'y a quasiment pas eu de gel. Pourtant, normalement, moi, je suis dans un coin où il y a un peu d'hiver. Et les changements climatiques vont de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à un autre. En fait, la NASA et tous les scientifiques officiels ont le devoir et l'obligation de raconter que, par exemple, on perd la couverture nuageuse. Pour ça, ils s'appuient sur le fait qu'en ce moment, sur l'équateur, la couverture nuageuse a plutôt tendance à se dissiper. Pourquoi? Parce que l'équateur étant le point le plus proche du Soleil, évidemment, l'équateur, il en prend plein la gueule. Lui, il a vraiment, ça tape hyper fort sur l'équateur et ça a tendance, ça repousse les nuages et ça a tendance à écarter les nuages. Effectivement, si on regarde la pluviométrie de la Guyane ou les endroits comme ça baisse énormément par rapport à avant. Il y a des coins dans l'équateur, il pleuvait, il y a encore ça 20 ou 30 ans, il pleuvait seulement 355 jours par année. Ça va, avec des moyennes de pluviométrie absolument infernales. Il pleuvait, fallait voir, quoi. Et ça, c'était le climat équatorial, tout à fait normal. Pour certains coins de la forêt équatoriale, c'était normal. Il n'y avait pas de... Bon, voilà, on vivait sous la pluie, point final. C'était... Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il pleut, oui, comme hier, comme avant-hier, comme demain. C'est plutôt, ils comptaient les jours où il ne pleuvait pas. C'était 10 jours dans l'année, quand même, c'était exceptionnel. Bon, alors là, je ferai une fête à chaque fois, quoi. Donc bon, c'est assez amusant. Mais à l'heure actuelle, il y a une tendance inverse. Parce qu'en fait, le soleil, lui, il impacte la petite masse nuageuse, la équatoriale, qui d'habitude est bien compacte et fait qu'il pleut bien. Et ben, en fait, le soleil, comme c'est la masse nuageuse la plus proche de lui, il envoie ses petits rayons, et en fait, il tape tellement fort à cet endroit-là qu'en fait, il pousse les nuages qui ont tendance à se stocker sur les hémisphères, et en fait, à l'heure actuelle, ça les disperse. Bon, on est quand même encore sous un climat type semi-équatorial à ces endroits-là. C'est plus sec, mais ça reste chaud et humide, mais il y a plus de jours de ciel bleu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 355 jours de pluie, bon, ils sont peut-être à 250. Ils ont gagné, pour eux, c'est carrément du délire, quoi. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que ça ne va pas durer. Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, comme le point d'impact le plus fort est sur l'équateur, le soleil continue de bombarder, mais quand en fait la zone ici se sera complètement remplie de petits nuages, en fait, simplement l'effet d'écartement, il va se joindre et il va se refermer. Et en fait, là, quand on sera à 100% de couverture nuageuse, alors il faut savoir qu'il y a 100% et 100%. Parce que la planète Terre, il y a très longtemps, sur Terre, quand on était beaucoup plus proche du Soleil, à une époque très reculée, dont je parlerai, il faudra que je revoie la date à laquelle c'était. Donc, à une époque, en fait, la Terre, elle avait des nuages, mais elle avait presque 6 à 8 kilomètres de nuages, en fait. Il y avait plusieurs milliers de mètres de nuages entre le Soleil, hop, le petit Soleil, tac, 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 il est loin, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas trop. Il y avait énormément de nuages, le climat était totalement tropical, il n'y avait pas de glace au pôle, ça ne pouvait pas. Et là, de ce fait que la planète était plus proche, simplement, la planète avait des océans bien garnis, mais surtout, en fait, une barrière nuageuse intense. Sinon, d'ailleurs, toutes les créatures qui vivaient là auraient systématiquement grillé, dans le sens où être aussi proche du Soleil, si on décale un tout petit peu plus la Terre vers le Soleil, on l'approche de quelques centaines de milliers de kilomètres, comme ça on la pousse, ça part l'air, mais en fait on se retrouverait dans une zone hyper chaude, et la vie serait obligée de réagir comme elle réagit là. Il faut savoir que c'est un cycle naturel. L'eau sur une planète est prévue pour faire le thermorégulateur. Donc en fait, quand à cette époque-là, simplement il y avait trop de soleil, il y avait trop de nuages. Bon, la population des petits êtres qui vivaient à cette époque-là avec les jardiniers de la Terre sur la planète, tout simplement en fait vivaient dans un climat tropical. Il faisait gris pâle puisque le soleil était extrêmement fort. Mais ceci dit, on était protégé en fait à l'époque des rayonnements solaires intenses qui auraient en fait tué n'importe qui en quelques heures.
faut savoir que le soleil, ça va, c'est pas trop mauvais, mais seulement si on n'en abuse pas, hein. Le soleil d'aujourd'hui, il est hyper intense. Il faut absolument pas s'exposer trop longtemps. Et surtout, il faut éviter tout ce qui est lait de bronzage et trucs. Il y a quand même il y a quand même des produits cancérigènes dedans. Donc bon, moi, je vous dirais, vaut mieux mettre un t-shirt à manches longues. Moi, je fais mon jardinage tous les jours. Je mets un t-shirt à manches longues et comme je supporte pas trop le soleil, je mets carrément des gants de façon à être abrité du soleil. Et je bronze à travers le t-shirt. Donc en fait, il y a moyen de se protéger du soleil sans mettre les écrans machin truc là qui sont en fait de nos jours, il y a quand même des études qui pointent très fortement les cancers de la peau du côté des écrans solaires et non pas du côté du soleil. Bon, pour les études sérieuses, hein, pour les autres, c'est des études qui sont payées par les grandes firmes. C'est pas des études. Donc là, l'intérêt un petit peu, c'est quand même de comprendre que là, quand il y aura 100% dans à peu près 8 ans, ça sera 100% d'une certaine épaisseur, mais ça ne sera pas encore l'épaisseur qu'il y avait dans le temps. Il restera un tout petit peu de glace là et là. On a regardé, mais c'est vraiment un tout petit peu qui disparaîtra de toute façon les 8 années à venir. Même si, on va dire, la Terre va réagir par rapport aux éruptions volcaniques, aux choses comme ça, pour obscurcir le plus possible l'atmosphère, pour essayer de se protéger du soleil. C'est une réaction naturelle, j'en avais déjà parlé, hein, le soleil frappe le magma, en fait, avec ce qu'on appelle les neutrinos, ça charge le magma qui, en fait, c'est pour ça que de nos jours, on a des éruptions volcaniques, on a des tremblements de terre, parce que Monsieur Soleil, il brille, il envoie ses rayonnements qui passent à travers les nuages, qui chargent le magma et qui produit des tremblements de terre et qui produit, bien sûr, de la chaleur et qui produit aussi une activation du magma. Donc, la problématique qui est un réflexe naturel de la Terre, c'est de créer des nuages. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que si de nos jours, admettons, on va dire par hasard, on ne sait pas trop comment, mais par hasard, par manque de logique, on va dire, il n'y avait pas autant de nuages que ça, il faut savoir qu'en fait, on grillerait sur place. Là, à l'heure actuelle, quand le soleil y sort, on monte tout de suite à 35 degrés et on bat des records dans le monde entier de chaleur à certains endroits. Il reste des endroits de par-ci, par-là sur la Terre où la physionomie des lieux en fait fait que, par exemple, il y a un trou de nuages et qu'en fait, le soleil peut taper précisément. Dans certains déserts, dans certains endroits comme ça chauffe, on monte facilement dans les 70 degrés, donc vers l'Arizona, là, Sedona ou je ne sais plus quoi, il y a des records qui se battent. Il faut savoir qu'aussi sur la péninsule, pas la péninsule arabique, mais Iran, Irak, par là, il y a des records qui se battent régulièrement de température de dingue. Il fait plus 70, bon, à l'ombre. Donc bon, les gens sont presque habitués, mais quand même, ça monte de plus en plus. Mais de ce fait, en fait, le mécanisme de défense de la Terre, plus le Soleil produit de l'énergie, plus la Terre chauffe. Alors, j'avais déjà expliqué qu'en fait, c'est une question de photons. Donc, c'est le photon. C'est dommage, on n'a pas les frères Bogda pour nous expliquer ça. Mais le photon, quand il rencontre des petites particules de terre et quand il rencontre des petites particules de quoi que ce soit, le photon, tac, il rentre, on va dire, dans un morceau de matière, il rentre dedans. Alors souvent, il rebondit, ce qui vous permet de le voir. Le photon, là, il vient, il rebondit sur l'objet, ce qui vous permet d'apprécier l'objet lui-même. Mais un petit objet de pierre, par exemple, là, il y a du photon qui arrive à rentrer dedans, à se stocker momentanément, et ensuite il est réémis, et il ressort. Ce qui permet encore de voir l'objet. Le seul problème, c'est que quand il est absorbé, qu'il stagne un peu et qu'il repart, en fait, il chauffe la matière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un assèchement des sols qui est très rapide. Il a beau pleuvoir énormément, le sol arrive à sécher très rapidement, parce qu'en fait, il y a justement le photon qui réchauffe non pas que l'eau que le soleil touche ou la terre que le soleil touche, il y a le photon qui rentre dans la matière et qui réchauffe tout profondément. De ce fait, ce système-là, en fait, surchauffe la planète, produit des nuages. Ces nuages ont quand même l'utilité totale, en fait, de protéger tout ce qui vit à l'intérieur. C'est un système de sécurité basique
Plus ça chauffe, plus il y a de nuages, plus il y a de nuages, plus ça rafraîchit proportionnellement. L'intérêt, il est là, c'est rafraîchir l'atmosphère, créer de l'ombrage. La planète Terre, elle n'est pas folle. Si elle veut, on va dire, le système avec l'eau sur une planète, au-delà d'un certain pourcentage d'eau dans une atmosphère, sur une Terre, on va dire, on obtient ce phénomène-là. L'eau régule la température générale. Donc, bon, le réchauffement climatique à base d'êtres humains, à base de trucs et de machins, ça, on va dire, nous, on est responsable d'1,5%, 2% du réchauffement climatique. C'est plutôt Monsieur Soleil qui fait son travail et qui, en fait, change de manière de fonctionner. Donc, comme il va continuer de fonctionner toujours de plus en plus, un petit peu plus fort chaque année, mettre un petit peu plus la pression, en fait, on va se retrouver avec une fonte accélérée des pôles, les glaciers qui fondent, et en fait, bon, bah, tout ça va générer bien sûr de l'eau. Hein. Bon, je passe complètement sur l'augmentation des océans, puisque de nos jours, ça monte, et ça va monter là, dans les 7 prochaines années, 5 et 3, 8 à peu près. Moi, je dis déjà à 7, on aura atteint le résultat de la 8e presque. Donc, l'idée, c'est que ça va monter tellement vite ces prochaines années que les prévisions scientifiques que je dirais, on produit aux humains sont des prévisions qui sont fausses, mais on le sait. Mais en fait, on continue de dire aux gens que dans 300 ans, il faudra compter qu'il y aura 20 cm d'eau de plus et que dans 5000 ans, et patati et patata. On continue de bercer la planète contre le mur en lui disant que tout va bien, ça va s'arranger. Donc, l'idée, c'est que simplement, dans 5 ans, il y aura déjà une augmentation très intéressante des niveaux de mer et des niveaux d'eau en général. Donc, dans toutes les zones où ça stagne, bon, les événements d'érosion dus à l'eau et tout ci, tout ça vont se multiplier, hein, bien sûr. Donc, toutes les zones sensibles à l'érosion, les montagnes, les bords de mer, les choses comme ça, bon, bah, vont s'écrouler de plus en plus et ça donnera ce que ça donne en Suisse. Moi, j'avais vu dans des rêves des événements beaucoup plus puissants que ça. J'avais vu il y a longtemps qu'il y avait un barrage qui allait céder dans les pays de l'Est. Ça allait inonder fort. Et j'avais vu aussi, par exemple, une ville type plutôt importante, une petite ville de montagne, on pourrait dire Lourdes ou un truc comme ça, être littéralement emporté, enfin le centre-ville a été emporté dans ce rêve qui était juste un petit déplacement dans les Akashas. En fait, le centre-ville était emporté par des coulées de boue et la ville elle-même était emportée au milieu. C'est-à-dire que le sol qui était sous les maisons, il s'est fait arracher et tout a dévalé. Et en fait, bon, voilà, c'est ce qui arrivera dans certains endroits où il y a de la pente, c'est normal, et parce qu'en fait, plus il y a d'eau, plus ça liquéfie les sols, plus ça rend les hivers problématiques, parce que ça fait un peu gonfler pendant le gel et des choses comme ça. En gros, c'est de l'érosion. C'est juste que les humains, ils ont mis parfois des villes, ils ont mis des villages ou des choses comme ça à des endroits très, très discutables. Donc, bon, les petits ennuis de ce genre vont se multiplier, là, ces 8 prochaines années, en permanence. Alors, évidemment, augmentation de l'humidité et en fait des conditions. Alors, qui dit augmentation de l'humidité dit augmentation du volume des masses d'air. Donc, les volumes de masse d'air, ça veut dire qu'en fait, le vent, effectivement, lui-même augmente, et ça, c'est directement dû aux échanges thermiques, puisqu'en fait, les nuages d'un côté, ils rafraîchissent, de l'autre côté, le soleil chauffe comme un maboule, ça fait, en fait, évidemment un tapis roulant énorme, et de ce fait, en fait, l'air va se déplacer plus vite, comme aujourd'hui, et se déplacera de plus en plus vite. À la fin, là, vers la fin, on sera à 70 km/h. Hein, donc, et ensuite, on compte pas. Plus tard, on compte pas. Juste quand il y a la barrière de photons, ne comptez pas des kilomètres/heure, cachez-vous. Donc, bon. Donc, ce qui est amusant, c'est que là, vers la fin, quand même, il y aura les orages seront violents, le temps sera rapide, c'est-à-dire que le temps, il sera tout en train de changer. Vous serez toujours surpris le matin, vous sortez, il fera, on va dire, gris pâle. Il fera gris pâle et tiède, et 30 minutes plus tard, vous avez un orage catastrophique qui vous tombe sur la gueule. Et en fait, ça sera normal.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, c'est un système de lavage, c'est un système de compensation thermique, et il permettra à la planète Terre, simplement, de pouvoir absorber le choc de la barrière de photons, parce que quand la barrière de photons va arriver, il va y avoir des éruptions volcaniques en très grand nombre. Bon, je vous passe les détails, je vais y revenir dessus, on fera un petit dossier complet sur en fait qui va érupter, comment et pourquoi, et enfin pas pourquoi, parce que ça c'est le soleil, mais en fait, quoi qu'il arrive, les cendres qui normalement restent dans l'air longtemps, c'est le principe classique d'un volcan qui va émettre ses cendres et qui va couvrir, en fait, justement, il va couvrir de tout un tas de petites particules, du soufre et tout un tas de petites particules de cendres qui refroidissent la planète. Donc ça, c'est un système naturel, c'est le système d'urgence. Quand le Soleil, en fait, envoie trop de rayonnement, la planète pète au niveau des volcans, et le système d'urgence, c'est les cendres qui obscurcissent tout et qui permettent à la planète de conserver une température acceptable, en plus des nuages. Mais là, avec un système nuageux extrêmement puissant, qui sera déjà préparé à l'événement, en fait, ce que ça va faire, c'est que par contre, les cendres, au lieu de rester 2, 3 ou 4 ans dans l'air, parce qu'il va en y avoir une quantité phénoménale, en fait, elles resteront à peu près qu'une année dans l'air, puisqu'en fait, les nuages, la pluie, la machine à laver que ça représente d'avoir 100% de couverture nuageuse est en augmentation, parce qu'en fait, au début, vous aurez 100%, ça veut dire que vous aurez 100%, là, comme ça, d'une certaine épaisseur de nuages. Et ensuite, en augmentant 2034, 2035, 2036, l'épaisseur du nuage va encore épaissir parce que les pôles auront fini de fondre, les derniers glaciers auront fini de fondre, donc on va se retrouver avec une épaisseur de nuage supérieure et un mouvement de pluie, hein, le mouvement de l'eau, hein, c'est-à-dire il pleut, ça s'évapore, il pleut, ça s'évapore, il pleut, ça s'évapore. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est normal, entre l'eau de la Terre et les nuages, il y a toujours montée, descendre, montée, descendre. Ce système de machine à laver, de puissance de machine à laver de la planète Terre, va faire que les cendres, au lieu de rester 2-3 ans, peut-être 4 ans en suspens, ça va quand même érupter pendant toute une bonne année, comme ça, érupter fortement. On verra plus tard que ça va continuer d'érupter, mais en descendant, le pic éruptif se produira quand le Soleil en fait touchera la barrière de photons, quand la planète Terre touchera la barrière de photons. Là, il y aura un pic éruptif qui va péter tout en un mois. Ça sera très court, très condensé, et ça émettra une charge de cendres absolument phénoménale. Là, le résultat, c'est qu'il fera nuit, il fera froid très rapidement. Bon, mais comme on aura le Soleil qui chauffera comme un maboule, on va dire ça devrait aller. Il faudra, nous, qu'on voit le point froid, entre guillemets, le point froid quand il va se présenter. Est-ce que ce sera grave, gravissime, gravoïde ou pas trop grave. Donc, mais ça sera court, très court. Et en fait, l'idée, c'est que comme il y aura énormément d'eau en suspens, beaucoup de nuages, et ben, la planète Terre va laver en fait l'ensemble de ses cendres de plus en plus vite. Et au bout, on va dire, de 10-12 mois, on aura un ciel qui sera redevenu propre. Donc pas de cendres en suspens, ou très très peu, celles de quelques éruptions qui se font, mais qui se font nettoyer très rapidement. De ce fait, on aura un équilibre, on va revenir à l'équilibre, la balance entre la chaleur du soleil et l'humidité et les nuages va tout simplement se poser correctement, et on va obtenir une balance, et la Terre reprendra un climat, on va dire, perturbé, rapide, puisqu'on sera quand même dans les 8 ans où la barrière de photons sera sur nous, mais on pourra sortir et cultiver avec de gros aléas. Cultiver pour manger, puisque la planète Terre aura faim. Ça paraît évident. Donc, les gens pourront retravailler la Terre et vite fait, en fait, essayer de faire pousser des choses. Je ferai des vidéos là-dessus au fur et à mesure du temps pour donner des petits conseils, on va dire, pour après. Il en faudra un petit peu des petits conseils. Imaginez un monde où vous n'avez plus d'électricité, plus d'eau courante, plus rien. Donc, préparez-vous à faire comme avant, mais comme avant il y a longtemps. Alors, donc là, voilà, c'est globalement l'idée. Hein, c'est bon, c'est un cycle naturel, c'est déjà arrivé, pas
pas tout le temps, pas de maintes et maintes fois. Simplement, là, c'est surtout que l'humanité va devoir faire avec un système complexe qui va lui compliquer la vie. À l'heure actuelle, si vous sortez le nez, on va dire, dehors tous les jours, vous allez vite voir que le temps, il n'est pas normal. Bon, évidemment, quelqu'un qui a 20 ans va vous dire, quoi, qu'est-ce qu'il a le temps? Bon, bah, il est à peu près aussi pourri qu'avant quand je suis né et quand je m'en souviens. Pour les personnes qui sont de 1950, si elles ont une bonne mémoire, parce que là c'est un problème de mémoire, s'ils ont une bonne mémoire, elles vont vous dire ouais, ça va pas du tout. Et moi, je n'ai que 50 et quelques années et je vois déjà les évolutions, on va dire, d'une rapidité phénoménale qui peut y avoir. Quand j'étais en Auvergne, je suis arrivé, il pleuvait les 375 mm par mois, classique. Je suis reparti, il pleuvait à peine 70 mm. J'avais des sources qui s'étaient éteintes, il faisait super sec, il y a eu une contrebalance, à un moment donné il faisait chaud, tellement chaud qu'il pleuvait plus assez. Et on arrivait à des systèmes où en fait, les arbres séchaient sur pied parce qu'il faisait trop chaud, plus d'eau. Bon, ça change énormément, c'est parce que la masse d'air ne voulait pas venir chez nous, hein. En fait c'est ça. Et ensuite, en arrivant dans le Lot, la première année, il a fait chaud sec, et la deuxième année faisait déjà plus humide que jamais. Moi, les vieux du Lot, ils m'ont bien dit, dans le coin, jamais l'herbe, elle est verte en juillet ou temps. Jamais, jamais. C'est jamais arrivé. Et ben maintenant, c'est tout le temps. Et moi, ça fait que 5 ou 6 ans que je suis dans le Lot. Et en fait, on a déjà un changement qui se repère. Et l'inverse était déjà présent. Je suis resté à peu près 13 ans en Auvergne. Et en Auvergne, je suis arrivé, il y avait soi-disant un climat presque normal pour les Auvergnats. Et en fait, au bout, à moitié de chemin déjà, ça commençait à merder. La neige, moi je voyais ça l'hiver, on va dire la quantité de neige que je devais débarrasser ou pas. Avant de partir, il y a des hivers, je n'ai pas poussé de neige. La neige, j'avais pas à la pousser, elle tombait le matin, elle était fondue le soir. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Et on ne parle pas des années 50 ou bien avant, où la neige, c'était des tonnes et des tonnes en Auvergne. On parlait de neige, moi les vieux m'ont bien dit, en Auvergne, on ne voyait pas le sol de 4 à 5 mois par an. C'était blanc. Donc c'était pas le cas quand moi j'y étais déjà. Quand ça restait blanc un mois et demi, c'était bien, quoi. Donc l'idée c'est qu'en fait, le changement climatique, quoi qu'en disent on va dire nos officiels, nos scientifiques, qui continueront à essayer d'enfumer la population en disant non, non, mais ça va, en sortant des données contradictoires et des données pas logiques, mais c'est pas grave, ils continueront de le faire, puisque l'idée c'est que l'humanité en fait continue de courir à une vitesse démesurée vers sa fin sans s'en rendre compte. Comme ça, on continue de vendre des crédits, vendre tout un tas de choses. Et puis, en fait, bon, ça fait un monde qui ne sait pas où il va. Et pour eux, ça les arrange bien dans le sens où si vous ne savez pas où vous allez, bah, vous êtes toujours un bon client, un bon consommateur. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt de vous poser la question comment on fait après, du coup, comment on faisait avant? Parce qu'en fait, du temps avant 1950, comment on faisait sans électricité, sans eau courante, sans ci, sans ça, ben on faisait quand même. L'humanité vivait comme ça. Donc, c'est que c'est possible. Mais simplement, aujourd'hui, on ne sait plus faire. C'est ça l'idée. On ne sait plus faire et ça devient très compliqué de pouvoir refaire ce qu'on faisait avant, puisqu'on a perdu tout le matériel, on a perdu tous les outils, on a perdu tous les atouts que les arrière-grands-parents avaient. Aujourd'hui, on est sur une société qui, en fait, a délibérément fait en sorte d'être dépendante de son énergie et en fait de l'énergie, de l'eau courante, de la du soi-disant modernisme, qui est quelque chose qui est très fragile. Quand le soleil il mettra la dose, hein, le modernisme s'évanouira sur lui-même. Il faut savoir que l'eau qui arrive dans les robinets, il y a une pompe au bout. Elle n'arrive pas naturellement. Donc, il n'y aura même pas d'eau dans les robinets. Sauf dans certains coins où par hasard, l'eau arrive par pression naturelle du haut vers le bas. Mais ça restera rarissime. Puisqu'en fait, il y a quand même des électrovannes, des machins, des trucs, tout est compliqué. Il faudra que l'humanité se pose la question de remettre en route des systèmes simples à partir des systèmes complexes qui existent. Donc ça va être très difficile. Donc, bon, vous verrez bien,
je referai des vidéos pour parler de, en fait, de ce qu'il faut s'apprêter à savoir faire. Parce qu'en fait, réellement, aujourd'hui, moi j'avais fait ces prévisions-là de cocotte minute, hein, j'avais expliqué déjà que ça allait augmenter, que c'était l'évidence même. Là, ça augmente et ça ne subira pas en fait, de frein. Il y aura peut-être une année où il fera un peu plus beau en France. Oui, on aura peut-être un peu plus de soleil, un peu moins de nuages, mais la tendance sera à l'eau, sera au nuage, sera au temps instable, et l'année suivante, on se prendra plein de flottes et plein d'eau supplémentaires qu'on n'avait pas eu l'année d'avant. Quoi qu'il arrive, comme le climat est extrêmement rapide, les masses d'air se déplacent très vite. En moyenne, on ne pourra pas échapper et à la pluie et on ne pourra pas échapper en fait à la régulation thermique, ce qui fait qu'on peut avoir parfois, comme l'année dernière au mois d'août, tout d'un coup il faisait beau, très chaud et ceci, cela, et pendant une semaine, on redescend complètement, il fait à peine 20 degrés, et il pleut, il fait à peine 20 degrés. Mais ça, c'est dû à la couverture nuageuse. Il suffit qu'on ait un gros amas nuageux qui vient et qui couvre la France, et vous avez une descente de température brutale, des conditions beaucoup plus fraîches, mais des conditions en fait qui tombent mal, on va dire, en général. Donc voilà, ça va moi, pour ma part, ça complique un petit peu ma façon de cultiver parce qu'en fait, il faut que je m'attende à parfois des phénomènes où il pleut au mauvais moment, il fait des températures basses au mauvais moment et en fait, ça peut abîmer les cultures. Bon, par exemple, des courgettes ou des pommes de terre, des choses comme ça, peuvent être abîmées tout simplement parce qu'elles moisissent beaucoup plus vite et ça endommage les cultures. Donc ce phénomène-là d'endommagement des cultures, en fait, va se produire de façon récurrente dans le monde entier. Hein, il y a des zones où quand ils sont dévastés par les pluies, par ci ou par ça, bon, il faut savoir que les cultures, c'est pareil, hein, elles sont dévastées, ce qui veut dire qu'il y aura un manque de ci, un petit manque de ça, et bien sûr, l'économie mondiale va en profiter pour faire augmenter les prix et surfer sur la vague en fait, de la pénurie, même s'il n'y en a pas réellement, puisqu'on surproduit totalement et qu'on jette plus qu'on consomme. Mais en fait, l'idée, ça sera bien sûr de gagner son argent sur la misère, parce que le monde est ainsi fait. Il ne faudra pas se leurrer. Dans les années à venir, peu importe qu'on aille dans le mur, les gouvernements, le système social et le système monétaire va continuer de fonctionner plein régime, et plus ça sera les catastrophes, plus le système monétaire continuera en fait de surfer sur les catastrophes. Chaque catastrophe sera une excuse pour sortir un impôt, pour sortir des règles d'assurance, des ci, des ça, et on proposera toujours plus de produits débiles, on va dire, en fonction des catastrophes. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on n'est pas sur un monde qui réfléchit à long terme, on est un monde qui réfléchit dans 3 jours. Un monde géré par des débiles, en fait, qui la seule chose qu'ils voient, c'est combien de pognon ils vont pouvoir se mettre dans la poche avec par exemple, un orage par-ci ou un truc par-là, et on exploite, en fait, les assurances, les ceci, les cela, et on arnaque les gens, et tout est comme ça. C'est malheureusement la fin de ce temps donné ne sera pas un exemple de bienveillance de la société humaine. Individuellement, les gens pourront être bienveillants les uns envers les autres parce qu'ils seront de bonne qualité à un endroit ou à un autre, puisque quand c'est la galère, en fait, les gens cèdent. C'est là où on voit que finalement, on n'a pas perdu le contact avec ses voisins, on est capable de les aider quand c'est vraiment la merde pour tout le monde. Mais par contre, ceux qui ne sont pas dans la merde, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, ceux qui sont pleins de thunes, eux, en fait, le seul truc qu'ils verront, c'est une aubaine. Une aubaine de faire chier un peu plus le monde, une aubaine d'injustice, une aubaine pour créer toujours plus de misère et en fait entasser les pauvres parmi les pauvres et continuer d'enrichir les riches avec l'argent des pauvres. Donc bon, ça ne changera pas. On n'assistera pas à une conscientisation mondiale, un consortium mondial, par exemple, pour essayer d'aider le climat ou des choses comme ça. Ils savent très bien que quand ils pipotent et ils disent que il faut mettre des voitures comme ci et comme ça, et quand ils pipotent sur ci ou sur ça, bon, ils continuent de mettre du chantrail. Alors aujourd'hui, on continue d'épandre du chantrail dans le ciel depuis plus de 25 ans,
pourtant la couverture nuageuse augmente d'elle-même. Cherchez l'erreur. Pourquoi mettre soi-disant un produit pour faire des nuages, puisque les nuages déjà se multiplient comme des petits pains? Bah, parce que dans le chantrail, c'est pas des nuages qu'on essaye de faire. Hein, c'est pas. En fait, voilà, c'est évident, c'est tout. Moi, j'ai déjà vu des ciels gris avec de la pluie, du mauvais temps et tout, et derrière, on voit le chantrail en haut. C'est super marrant. Derrière les nuages, ils continuent de chantrailler. Parce que le but, c'est absolument pas de résoudre le problème du réchauffement climatique. Il y a des intérêts qui sont là, qui sont militaires, des intérêts qui sont techniques pour leur petit profit personnel et leurs grands projets débiles. Faut pas voir que les grands de ce monde ont un projet, par exemple, qui va aboutir. Non, ils ont un projet où ils croient qu'ils vont y arriver. Et croire, c'est pas faire. Donc voilà, bah, ça sera tout pour le climat. Donc bah, il faudra vivre un petit peu plus à la tropicale. Donc bon, ça, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Hein. Moi cette année, je trouve que l'année a commencé sur du tropical et elle continue. Donc bon, c'est les conséquences en fait directes d'un monde qui en fait change et qui va changer de plus en plus vite, puisque de là à là, on a eu un changement qui s'est opéré à une certaine vitesse, mais on va dire de là à là, ça va aller très très vite, et ensuite là, les 3 dernières années, hop, les 10% vont se rattraper très vite, et après, on pourra dire qu'on aura 120, 130, 200% de nuages en fonction de l'épaisseur. En fait, plus ça va fondre, plus le pourcentage de nuages augmentera. 100%, c'est sur l'aspect, on va dire, de nuages partout. Mais ensuite, quand on sera à 200% de nuages, ça veut dire qu'on aura techniquement 2 couches de nuages, peut-être genre 1 kilomètre de nuages compacts tout autour de la Terre. Ce qui permettra de nous protéger du soleil et qui permettra de créer une atmosphère hyper tropicale partout. Dans un premier temps, le climat sur Terre, il sera relativement chaud, humide et très changeant partout sur Terre. Dans le premier temps, ça sera surtout ça. Donc il va falloir commencer à se poser les questions de ce qu'on va cultiver à cette époque-là. Certainement pas des trucs qui supportent pas la pluie, comme par exemple des patates. Les patates, c'est gentil, mais ça n'aime pas la pluie. Donc il faudra trouver autre chose. Ou bien abriter ces pommes de terre, mais bon, dans le manque de matériel, ça sera compliqué de tout prévoir comme il faut. Moi-même, je me gratte la tête au présent pour me demander ce qui se passera après. C'est assez amusant d'anticiper et de projeter. Et si je devais me passer d'eux? Et si je devais me passer de mon tracteur parce qu'il ne fonctionne plus? Et si je devais me passer de mon rotovator? Comment je vais faire? Et si je dois me passer du gasoil et puis de toute forme en fait d'énergie? Le gaz, il y en aura tant qu'il y en aura. Mais quand il n'y en aura plus, comment on fera? Bon, pour faire des conserves, bah, il faut du feu, il faut des conserves, il faut des couvercles, il faut des bocaux, il faut. C'est assez amusant de voir, de voir tout ce qu'on ne peut pas faire s'il manque quelque chose. C'est ça qui est amusant. Moi, je réfléchissais, je fais des conserves de cornichons, je réfléchissais, ah bah oui, mais quand ça sera le merdier, il n'y aura plus de vinaigre. Donc, il faudra que quelqu'un, à un moment donné, quelque part, fasse du vinaigre pour qu'on puisse aller chercher du vinaigre chez lui pour pouvoir faire, par exemple, des bocaux de cornichons. Pourtant, c'est un truc simple qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais on a la problématique, il manquera tout un tas de choses. Donc, c'est très intéressant de voir comment l'humanité va pouvoir se dépatouiller ces prochaines années, enfin, les années après la barrière de photons et le grand ramdam. Ça sera... Bon, ça va que la lumière éclairera les gens parce qu'autrement, ça va être problématique. On n'a plus l'habitude de se débrouiller tout seul, comme des grands. Bon, allez, je vous lâche la grappe et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo sur les hélioties. Donc, pas mal de personnes sont des hélioties. En fait, pas mal. Bon, pas toute la planète, mais il y a un certain nombre d'hélioties sur Terre et on va expliquer un petit peu plus comment ils vivaient, à quoi ils ressemblaient, comment ils ont été créés et où est-ce qu'ils habitent. Bon, j'en ai parlé de façon parcellaire. Là, ça sera une vidéo sur les hélioties, d'où c'est qu'ils viennent, qui sont ces gens-là et pourquoi ils sont sur la Terre. Voilà, en bon français. Bon, allez, soyez sages et prenez pas trop chaud.
Et mettez pas trop de trucs anti-bronzage, ça colle le cancer. Donc c'est pas bon pour la santé en fait. Allez, salut!